Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous souhaitiez participer au live sur la thématique du combat. Hier, la première partie a été coupée suite à des problèmes de connexion. Donc je reviens dessus, histoire de vous résumer plus ou moins ce qui a été dit sur cette partie manquante. Et avant toute chose, il faut vous retirer de la tête tout ce que vous fantasmez à propos du combattant ultime. Les techniques vous rendant invincible n'existent pas. Tout ce qui est lié au combat vous mène à l'incertitude de manière générale. Concernant la première partie, le premier sujet abordé était l'intention. L'intention, de mon point de vue, prime sur tout ce qui est technique. J'illustrerai de la manière suivante. Si je donne un couteau à n'importe lequel de mes élèves et que je lui demande de me planter, il y a de fortes chances que l'intention n'y soit pas. Si je file 50 $ à un gamin sorti d'une favela et que je lui demande de me planter, il va mettre une telle intention qu'il y a peu de chances pour que je m'en sorte sans blessure. Tout ça pour souligner le fait que l'intention est vraiment primordiale si vous voulez avoir une technique qui soit efficiente. De manière systématique, si vous voulez obtenir une technique qui soit le plus pragmatique possible, ou en tout cas efficiente, il ne faudra jamais oublier cet aspect psychologique qui va prendre des années. Lorsque vous acquérez de la technique, elle s'acquiert en quelques mois. En 6 mois, on a fait le tour de tout ce qui était tout ce qui était afférent plutôt à la self-défense. Mais le plus dur sera de déverrouiller tout ce qui a été induit par votre éducation. Ne frapper son prochain, c'est mal, on ne résout pas tout par la violence, etc. etc. Ça, ce sont des gros problèmes induits par notre éducation qui tend à vous faire croire que le mot dangereux est péjoratif, alors qu'il a toujours fallu des hommes dangereux et bons pour pouvoir faire face aux gens dangereux et mauvais. Merci Galid pour ce clin d'œil. Voilà, je n'ai pas été super exhaustif par rapport à la première partie, mais je vais vous laisser maintenant profiter de la seconde partie qui sera beaucoup plus spontanée que ce que vous venez de voir. Sur ce, prenez soin de vous. Voilà, c'est bon. Mon Dieu. Donc, c'était bien ta connexion 4G pourrie. Putain. Hop. Tiens, j'en profite pour répondre vite fait à quelques questions qui ont eu lieu juste avant. Est-ce qu'on peut se défendre à n'importe quel âge contre n'importe qui? Le combat, c'est l'incertitude. En fait, quand vous posez cette question, vous attendez des certitudes sur une réponse. Il suffit d'un des fois. Donc, on va pas te vendre que tu vas pouvoir te défendre sur un, sur deux, sur. Si tu acquiers des rudiments sur tout ce qui concerne la technique de combat, sport de pied-point, etc., un peu de sol, ça te donnera toujours un plus que quelqu'un qui n'en a pas. Je ne peux pas te répondre mieux que ça. Tu as quelque chose à rajouter, Mika? Non, c'est très clair. Il n'y a aucune certitude. Les seules certitudes qu'on peut avoir, c'est sur soi-même et sur ses compétences. Sauf qu'en fait, quand elles sont confrontées à d'autres incertitudes, il y a que sur le terrain qu'on le découvre en fait. C'est ce que je dis souvent. On met l'ensemble de ses connaissances qu'on a essayé de travailler au plus près du réel possible dans un shaker. On mélange le tout et on regarde ce qui sort à ce moment-là. Faire des stratégies complexes, ça n'a aucun sens. Et définir que j'ai fait ce qu'il fallait pour me sortir, pour être prêt à une situation. Dès qu'on pense comme ça, c'est le plus court chemin pour se faire baiser, ça. C'est jamais assez et on n'est jamais totalement prêt en fait. Donc on fait ce qu'il faut, on s'entraîne et puis le jour J, voilà. En fonction des métiers, il y a des gens, le jour J, ils ont choisi un métier qui consiste à s'exposer à votre place. Donc là, effectivement, on va dire que la confrontation réelle va être assez rapide puisque c'est leur métier. Mais pour un civil, son but, c'est de pas avoir à s'exposer. Maintenant, si ça arrive, il va vérifier cette aptitude et son vouloir faire pour voir si ça fonctionne en situation, quoi. Quelqu'un a posé la question de la lutte dans la rue. En fait, il est nécessaire d'avoir des techniques qui vous permettent de vous débloquer par rapport au sol. Simplement parce que à la base, il n'y a pas de soumission dans les arts martiaux, mais il peut se trouver que vous soyez projeté au sol et que vous fassiez piétiner. Si vous n'avez pas de technique pour vous en dessaisir ou en tout cas pour vous sortir du sol, ça va être compliqué. Il faut vraiment travailler tous les aspects, le pied-point, le sol, les clés et tout, projection. De toute façon, c'est un peu le truc de beaucoup de gens de dire moi je vais pas au sol ou moi je refuse d'aller au sol. Et à chaque fois, c'est la même réponse que je fais, c'est on fait ce qu'on peut. Donc si on tombe au sol, va falloir se démerder au sol. Et si la personne en face de vous
et bonne debout, bonne au sol. Enfin, ou si vous êtes tombé de la mauvaise manière, vous avez tapé sur le sol avec votre tête. Enfin, il y a tout un tas de facteurs qui fait que vous pouvez pas négliger du tout cet aspect en situation. Et ça, c'est hyper important. Beaucoup de gens se disent, bon, c'est bon, je vais me démerder avec mes deux, trois techniques, j'ai vu ça. Si le mec m'empoigne comme ça, je fais ça, et s'il fait ça. Non, non, il faut tourner. En fait, c'est ça le truc. C'est que tant qu'il n'y a pas de répondant en face, ça n'est que théorie. Voilà. Et ça peut vite être surprenant dans la réalité, ouais. Je vais rebondir là-dessus parce que quelqu'un posait la question éthique du MMA sur le fait de frapper quelqu'un au sol. Alors, on parlait du déni tout à l'heure. Il n'y a pas d'éthique dans la rue. Vous avez tous vu à un moment ou à un autre des vidéos sur lesquelles on voit des gens sauter à pieds joints sur des têtes. Je l'ai vu en vrai et c'est la réalité de plein de gens en France, notamment de ceux qui vivent des fois dans les cités. Ça arrive tous les jours. Il n'y a pas d'éthique, il n'y a rien dans la rue. La règle, c'est zéro règle. S'il y a plusieurs personnes et que j'ai l'occasion de frapper un des mecs qui m'est tombé dessus au sol, mais sans l'ombre d'une hésitation, je vais y aller. D'ailleurs, si j'ai l'occasion de créer une fracture alors qu'ils sont plusieurs, sans l'ombre d'une hésitation, je vais y aller. Parce que je connais le pouvoir sidérant qu'ont les blessures infligées sur les personnes qui vous agressent. Si vous créez des dommages lourds, croyez-moi, ceux qui suivent derrière n'ont pas envie d'être à la place de ceux qui couinent comme un lapin au sol. Quelque chose de bien, poulet. Voilà. Ah. Le poulet, ça c'est celui qui dort. Ouais. Bisous. Douche. J'ai la photo. La rue, c'est devenu un champ de bataille. La vie est un champ de bataille. Ouais, bon, il y a une grosse différence quand même entre la rue et un champ de bataille. Faut Ouais. pas confondre les deux. Heureusement pour nous, la rue c'est pas un champ de bataille. Ça peut être violent, ça peut être tout ce qu'on veut, mais un champ de bataille c'est encore autre chose. Attendez dans 6 mois, les gars. Attendez. Préparation physique. On est sur pour du combat. Préparation physique, comme dans toutes les salles de sport d'arts martiaux, enfin de sport de combat ou d'arts martiaux. Il faut préparer son corps sur le plan musculaire, sur le plan de mobilité. Il faut préparer son corps à encaisser les coups. Donc la plupart des gens, on est arrivé dans une société qui se fragilise. Dès qu'on demande à des gens de frapper à un endroit et ça fait mal, ah putain, faut mettre de la mousse. Là d'ailleurs, il y avait de la mousse sur des makiwara. Je sais pas ce que ça fout là. Ouais, j'ai vu. Mais ça, on va les retirer, on va mettre de la paille de riz. Ouais. Donc sur tout ce qui est prépa physique, je sais pas si vous voyez la plupart des combattants que Greg MMA interviewe, on voit rarement des mecs qui n'arrivent pas à avoir leur queue quand ils pissent. Donc ça vous en dit long sur la nécessité, enfin sur ce qu'ils travaillent. Et puis on voit rarement aussi des crevettes. C'est pas faux. Donc ça, c'est aussi important, c'est-à-dire que bon, le volume musculaire, il n'est pas forcément en lien avec la force, même s'il a une influence, bien sûr, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de la physio par rapport à ça. Tout ça pour dire simplement qu'il y a des personnes qui ont des petits gabarits, mais qui ont un recrutement musculaire de taré et qui arrivent à développer énormément de force. Donc en priorité, je dirais moi, en prépa physique, ce qui est important pour un combattant, hein, il faut qu'il ait de l'endurance de force, c'est-à-dire qu'il soit capable de reproduire un effort sur du long terme. Donc, quelqu'un qui est pas endurant physiquement, il va vite s'en rendre compte s'il commence à faire de la boxe et si il fait du sol aussi. Donc là, on se rend compte vraiment de la fragilité du cardio dans ces situations-là. Et ensuite, de la force tout court. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas négligeable. Quelqu'un qui a plus de force que vous, il faut être très honnête, il va pouvoir faire des choses que vous n'arriverez pas à faire. Et comme on n'est pas sur quelque chose qui est là pour durer, en tout cas dans l'effort, c'est quelque chose de très fulgurant, la violence interphysique à l'extérieur. C'est pas un échange, encore une fois. Donc celui qui a une force de titan, il peut très bien, sans avoir aucune technique, surprendre complètement l'autre sur un truc à la con et lui faire impacter la planète un peu vite, quoi. Donc c'est vraiment pas négligeable le fait d'avoir de la force. Et la force, c'est pas ce qui est le plus compliqué à travailler, c'est juste ça demande beaucoup de patience et de discipline dans les exercices, quoi.
Qui plus est, Soulever des trucs lourds. quand on parlait, quand tu parles de la force, etc., et de tricher surtout, Zach Samurai, ZS Samurai soulignait le fait, l'importance de la configuration du terrain. Évidemment, on se sert de son environnement quand on en a la possibilité. Je rappelle que quand vous plaquez une tête contre un mur, c'est pas la main sur la tête qui va faire du dégât, ça va être le mur. Donc il y a plein de choses que vous pouvez utiliser de manière constante. Après, quelqu'un d'autre soulignait la proportionnalité. Je me pose pas trop la question de la proportionnalité dès lors que je vais pas faire chier les autres. S'ils entrent, s'ils choisissent de venir au contact, je ne serai pas dans l'acharnement s'il n'y a pas nécessité. En revanche, je me pose pas la question de la proportionnalité. Alors, quel point privilégier pour frapper en cas d'agression? Toutes les parties molles et toutes les parties articulaires. Dès que je vois que ce sont dès que je vois que ce sont de grands gabarits, je vais certainement privilégier l'articulaire, en tout cas pour stopper tout assaut. Si j'ai la possibilité de placer un truc en loose day dans le cou, je vais le placer. J'ai testé ces derniers temps en m'entraînant avec des potes qui font du MMA, des choses qu'ils ne connaissent pas sur le ring, puisqu'ils n'y ont pas droit. J'ai constaté que il y a pas mal de failles qui sont laissées par les règles qui sont nécessaires au MMA. Donc tout ce qui est cervical, etc. Il y a des torsions, des frappes, notamment derrière la tête, qui sont interdites, qui fonctionnent très bien quand vous avez l'occasion de pouvoir les mettre. Qu'est-ce que tu as ajouté là-dessus, Mika? Très concrètement, les frappes que tu privilégies. Alors moi déjà, je pars du principe que si je peux armer ma main le plus vite possible, je gagne en efficacité. Non pas que ce soit. On sort encore une fois un petit peu du cadre de la légitime défense, mais si tu veux, je pars du principe pour m'être cassé la main plusieurs fois, je fais ce qu'il faut maintenant pour essayer de frapper avec autre chose que ma main. Maintenant, quand on n'a rien sous la main, il faut improviser. Et effectivement, de manière générale, moi, je vais vraiment travailler. Donc, c'est pas moi qui l'ai inventé, ce concept, c'est l'ACDS, pour ceux qui connaissent, d'affecter la vision, la respiration ou la mobilité. Voilà. Donc, ce qui est accessible. Je me méfie de la mobilité malgré tout. En fonction des gabarits, il faut être vraiment sûr de ce qu'on peut faire en termes de mobilité. Je m'explique. Frapper dans les genoux de quelqu'un, c'est très bien, mais il faut bien maîtriser sa technique. Et en faisant ça, j'affecte moi-même ma mobilité, puisque pendant quelques secondes, je vais être sur une seule jambe. Donc, si je peux accéder plutôt à des parties molles comme le cou ou les yeux, par exemple, franchement, j'ai aucun frein pour faire ça, quoi. Voilà. Et bien entendu, l'idéal, c'est l'utilisation de lacrymo, de trucs comme ça. Je suis pas très fan des impact tools parce que ils ont une forme très saillante, donc ça peut faire de gros dégâts. Mais ouais, un cendrier, une pinte, ça peut encore aller, quoi. Une table, une chaise. Ouais, je suis d'accord avec toi concernant les impact tools, ça va vite fait t'envoyer aux assises. Avec même sur un geste défensif. Qui sera de toute façon difficile à justifier après. C'est pas faux. Hop, hop, hop. Alors, papa physique, on l'a vu. Quelqu'un avait posé la question concernant les traumas tout à l'heure. Comment faire face, comment surmonter ces traumas lors d'une agression? Donc, une vaste question, ça. Ouais. La question sous-entendait que la personne avait été traumatisée peut-être dans son enfance ou autre. Et comment faire pour que ça ne la bloque pas ou la sidère pas pendant une agression? Déjà, prendre conscience qu'on a des traumas. Parce que des fois, on vit avec sans forcément savoir ce que l'on a vécu. Je parle d'enfants qui ont été violés pendant leur enfance ou autre et qui ont des flashs sans savoir forcément ce qu'ils ont vécu. Je ne peux
t'exprimer que de manière empirique par rapport à ça. Moi, j'ai eu des déclics, des traumas, j'en ai subi un paquet de 5 à 12 ans, des coups de poing dans la gueule, bras déboîtés, des choses comme ça. Du coup, à l'instar de tous les enfants battus, ça a installé une forme de rage et de colère constante en moi que j'ai appris à transformer en quelque chose de plus neutre. À 12 ans, j'étais devenu trop fort. À 14 ans, je suis devenu le bourreau de mon bourreau, ce qui fait que je me suis retrouvé à la rue et je n'ai plus jamais perdu depuis ce moment-là. Sur le surpassement de ces traumas, comment dire? En fait, chaque fois que je sens que je suis submergé par une émotion, j'essaie de la conscientiser. À partir du moment où je la conscientise, je l'évacue, enfin, je la laisse me traverser. Ce qui fait qu'en fait, lorsqu'un événement se produit, il n'y a aucune colère, haine ou même quoi que ce soit d'autre en moi. Ce sera juste une violence sourde, froide. Vous m'entendrez souvent répéter ces mots-là parce que j'ai du mal à les définir autrement. Je pose les termes, reste à distance, tu vas rentrer. Ce que tu vas lire dans mon regard, en fait, c'est le cumul de toutes les injustices vécues qui vont se transformer en quelque chose qui va être très très nocif. Et très très nocif pour les personnes qui sont en face. Ce qui ne me donne pas une certitude de vaincre ou de quoi que ce soit, mais ce qui me donne cette abnégation qui fait que qui est la même que celle que tu as quand tu es gamin et que tu te fais déboîter ton bras. De toute façon, je vais me faire déboîter mon bras. Bah, autant renvoyer le message le plus chiant possible pour celui qui est en face. Alors quand j'étais gamin, moi j'envoyais un sourire, je rigolais, ça déstabilisait mon bourreau. Maintenant, ce que j'envoie, c'est quelque chose qui a été travaillé avec la technique pendant des années et que j'ai renforcé avec de la prépa physique et en m'aguerrissant, en restant continuellement en élève, en m'intéressant à tout ce qui pouvait faire que je sois quelqu'un de compliqué à battre. Ce qui n'offre aucune certitude sur un combat qui pourrait venir demain, j'en sais rien. Alors, ce que vous ignorez, c'est que je suis pas le seul à avoir vécu des traumas. Donc, je te laisse t'exprimer, Mika. Bon, j'ai eu une enfance aussi un peu particulière, on va dire. Euh, j'ai fonctionné un peu au déclic. Ça a été plus tardif chez moi. Et moi, j'ai nourri le fantasme d'être le plus fort pour plus jamais qu'on me tape dessus. Et du coup, bah, ça a nourri aussi ma pratique martiale depuis ma tendre enfance. Certains le savent, moi, enfin, à 14 ans, je me démerdais déjà tout seul dans certains pays pour pratiquer les arts martiaux, ce qui donne un aspect presque irresponsable à mes parents, on va dire. Mais ils ont une responsabilité du coup sur autre chose. Et en fait, cette motivation, bah, elle m'a permis de transcender un petit peu tout ça. Euh, et bah, en fait, d'une névrose, on va dire, et d'un trauma, j'ai construit quelque chose qui tourne autour de tous les aspects en fait de l'émotion, de la peur, du stress, de tout ce qui peut toucher au combat en fait. Et ma vie entière s'est tournée autour de ça, à rechercher, à travailler sur ce sujet-là. Donc forcément, bah, au fur et à mesure du temps, j'ai trouvé des réponses, mais c'est des réponses, comme disait Brice, qui sont personnelles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de générique pour ça. C'est quelque chose qui prend du temps et qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissement pour pouvoir avoir ce genre de déclic. Et c'est jamais très agréable de passage en passage. Voilà. Donc certaines personnes sont pas prêts forcément à payer ce prix-là. Et s'ils en ont pas la nécessité, moi je les invite simplement déjà, s'il y a un traumatisme, à consulter. Moi je suis très honnête, je consulte encore et j'ai consulté et ça a été absolument nécessaire pour moi.
D'autres personnes n'en ont pas besoin ou alors arrivent à transcender ça autrement, ce qui est une bonne chose. Mais comme disait Brice, il faut déjà conscientiser. C'est-à-dire que souvent, en fait, le mécanisme de défense, c'est de se raconter une histoire. Et, euh, et tant qu'on se la raconte, cette histoire, on nourrit un cercle dans lequel on reproduit les mêmes schémas en boucle. Et celui notamment de pas chercher à modifier quelque chose qui jusqu'ici ne marchait pas, si on parle d'agression. Voilà. Et donc le truc, c'est que c'est facile de nourrir des fantasmes dans la mesure où, bah, très honnêtement, les gens sont pas agressés tous les jours, quoi. Donc, moi, je connais des profs d'arts martiaux qui ont eu une expérience, peut-être deux dans leur vie de baston ou d'un truc comme ça. Et en général, c'était un truc assez bateau, quoi. Des vrais profs qui ont été nourris et confrontés à la violence, qui ont vécu vraiment des trucs durs, il y en a, heureusement. En général, vous verrez qu'ils ont une approche qui est un petit peu différente de cette manière-là. Maintenant, il y a aussi un autre truc qui est important, c'est rencontrer des gens et pratiquer avec des gens qui, entre parenthèses, euh, pas vous ressemblent, mais ont eu des passés tumultueux comme vous avez pu l'avoir éventuellement, parce que ils vont comprendre aussi certaines choses et potentiellement vont pouvoir vous ouvrir les yeux sur comment travailler sur ça ou comment travailler sur ça. C'est important euh, parce que, enfin, moi, je donne un exemple très concret en fait. Brice, ça fait presque une vingtaine d'années maintenant qu'on se connaît, un petit peu moins. Euh, et moi, il m'a connu, j'étais très jeune et ben, j'ai beaucoup appris de lui aussi, justement. Bah, c'est Son réciproque. profil, oui, mais pas de la même manière. Mais son profil et son vécu m'ont inspiré pour moi-même me sortir entre parenthèses les doigts du cul, comme on dit, et pas clamper sur mes propres névroses et me dire bah voilà, il faut que je sorte, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Et voilà, donc ça, c'est des choses qui sont importantes, encore une fois. L'être humain fonctionne souvent comme ça. Donc, il y a pas, c'est pas une relation de maître à élève ou de gourou à quoi que ce soit. C'est juste quand on discute avec des gens qui ont vécu des choses, on peut partager des expériences. Et le partage d'expériences, c'est quelque chose qui est très important parce qu'on est capable de s'identifier, de comprendre des choses qu'on n'aurait pas forcément vues dans un certain cas, d'ouvrir, on va dire, son champ de vision sur sa propre situation et les situations qu'on a pu rencontrer. Donc, quelqu'un qui aurait été traumatisé par un acte violent dans la rue, par exemple, la première chose à faire, euh, c'est définir s'il n'y a pas si ça a généré un blocage. À partir de là, on peut définir qu'il y a un traumatisme. S'il y a traumatisme, il faut le soigner dans un premier temps. Ça ne sert à rien de mettre des couches successives de colère et de violence par-dessus. Euh, surtout à l'âge adulte, je parle. Quand on est enfant, on se construit un peu différemment. Mais donc, il faut déjà régler ce problème-là, et ensuite, bah, se donner les outils pour transcender ça. Et bah, ça passe par pas mal de choses. Reprendre confiance en soi. Donc ça, il faut avoir un prof qui nous donne aussi confiance en nos propres capacités, qui nous montre par l'exercice, par la pédagogie, qu'on est capable de faire certaines choses. Et au fur et à mesure, il n'y a aucune raison qu'on puisse ne pas faire face. La méthode que j'utilise et que Brice utilise, par exemple, sont des bonnes méthodologies, hein, on le sait, puisque en général, les élèves font ce qu'il faut après pour faire face. Hein. Je pense à... Tu vois à qui je pense ou pas? On a dit qu'on citerait pas de nom. Et alors, il y a quelqu'un qui arrête pas de citer un nom depuis tout à l'heure. Non, on n'en fait plus partie. C'est quoi le nom? Ah oui, non, d'accord. Oui, non, oula, ça fait longtemps qu'on n'en fait plus partie. Ouais. Ouais. Quelqu'un a posé la question. Alors, c'est Lucas qui dit, c'est surtout psychologique et pour s'y préparer, il faut beaucoup se projeter dans une situation. C'est bien ça. Se projeter tous les scénarios que tu auras imaginés. En fait, ton cerveau, dans un premier temps, aura du mal à faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Bien que il finira par se rendre compte de la duperie. Mais du coup, en travaillant avec des scénarios de training, etc., ça te permet déjà de te familiariser
et de vulgariser certaines situations qui pourraient te choquer en temps réel si tu les as jamais vécues. Pourquoi un enfant d'une favela est plus dur que un enfant de Neuilly-sur-Seine? Parce que le C'est- gamin, oui, Non, non, j'allais dire, c'est une favela, Neuilly-sur-Seine aussi, hein. c'est pas faux, un autre type. Le gamin, à 5 ou 6 ans, il voit des cadavres partout, il voit des flingues partout, la coke qui circule, des voyous, des gens qui meurent, des gens qui se tirent dessus. Et ça s'est familiarisé dans sa tête. Quels sont ces chemins pour s'en sortir dans la vie? Le gars, de ce qu'il voit lui, un peu comme ceux qui sont dans les cités. Euh, Changer d'échelon social, c'est forcément travailler pour un cartel ou vendre de la drogue ou le chemin plus difficile, essayer d'avoir une vie comme monsieur et madame tout le monde et par le biais des études, faire son chemin. Bon, le gamin qui a choisi l'autre voie à 8 ans, il vient de tuer, je sais pas, entre 8 et 10 personnes pour $50. Pour les rares qui atteignent la vingtaine, ils ont 200, 300 meurtres. Psychologiquement, je crois plus qu'ils aient un seul frein. Donc oui, ça se joue la psychologie, le mental et l'emporte sur la technique. Ces gens-là n'ont pas vraiment de technique martiale, hein. Par contre, tu leur files un flingue, ils ont aucune hésitation pour appuyer. Un flingue ou autre chose d'ailleurs. Ouais, flingue là, ça torture en rigolant. Enfin bref, c'est autre chose. Donc sur l'aspect psychologique, il y a beaucoup de personnes qui disent à Mika ou qui me disent régulièrement, tiens, putain, j'aimerais être comme toi, parce qu'en fait, ils s'imaginent quelque chose derrière la personne qu'ils voient. C'est leur imaginaire qui a fait le travail. Mais les trois quarts du temps ne correspond pas à cet imaginaire. Quand quelqu'un me dit ça, je lui explique pourquoi j'ai aucune difficulté à que ce soit face à une personne ou face à 10 personnes. Pourquoi ça ne présente aucun frein dans ma tête. En fait, toute l'estime que j'avais pour ma propre existence a été broyée quand j'avais 5 ans. Ça a disparu. On en discute des fois avec Hervé. Demain, je me fais canner. C'est pas un problème pour moi. J'ai pas d'estime pour mon existence. Alors on me dit, ouais, si t'as des proches, machin, cela. C'est mes proches, c'est pas moi. Je n'ai aucun problème à y aller parce que je n'ai aucune estime pour ma propre existence. De fait, euh, fort de cela, je sais exactement comment vont réagir les personnes qui sont en face. Rares sont celles qui ont euh, ce mépris de leur propre vie. Les trois quarts des personnes tiennent beaucoup à la vie, ce qui n'est pas mon cas. En fait, je m'en fous. Du coup, c'est assez facile de sidérer un groupe en faisant preuve d'une ultra-violence à laquelle ils ne sont pas préparés. Parce que quand des personnes arrivent à 3, 4, peu importe le nombre, et que vous démarrez comme si vous étiez leur prédateur, ils sont pas du tout prêts. Ils sont pas du tout prêts. Quand vous démarrez et que sur les premiers que vous avez alpagués, vous envoyez un dégât qui surpasse tout ce qu'ils auraient pu imaginer, ce que eux-mêmes ne seraient pas capables d'infliger, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Vous allez voir que chaque fois que vous allez faire un pas vers un ou l'autre, ils vont reculer. Donc oui, l'aspect mental et psychologique, pour moi, est le plus important. Mais la psychologie ou le mental sans technique, c'est comme le skilate sans base pied-point, ça sert à rien. Quelqu'un posait la question de la musculation. T'as dû remarquer que, enfin non, vous connaissez pas nos physiques d'avant. Mais Mika, après, c'est parce qu'il est allé sur le terrain et il s'est rendu compte que il fallait prendre de la masse musculaire. Quand je combattais en boxe thaï, je faisais 69 kilos. Aujourd'hui, je faisais 97 kilos il y a pas très longtemps. Je suis redescendu, je suis à 90, 92. Voilà. Mais je vais me remettre à m'entraîner pour reprendre un peu après l'été. Donc la masse musculaire par rapport aux personnes auxquelles on a affaire, enfin au type de personnes que nous rencontrons, enfin, ou que nous avons rencontrées durant notre
nos activités, euh, il faut un minimum de force physique. Parce qu'en face, eux, ils s'entraînent. Hein. Ils s'entraînent. Ah, ça. Donc, il faut se donner les moyens de ses ambitions, quelles qu'elles soient. T'as quelque chose à rajouter sur la psychologie? Non, j'allais rajouter sur la force, et j'allais citer Gab Suarez, qui disait qu'aucun homme n'a jamais souffert de trop de force, ce qui n'est pas le cas inverse. Voilà. C'est pas faux. Gab Suarez qui a aussi dit la munition est bon marché, votre vie est précieuse, soyez généreux. Ça me rappelle plein de personnes d'un coup, là, tout ce que tu me dis là. Ah, je voulais signaler aussi, parce que on pose souvent la question concernant les forces spéciales. Vous avez une image qui est... ce sont des gens qui vont au combat tout le temps, enfin normalement qui sont dédiés à aller au combat. Et votre imaginaire va au-delà de leurs prérogatives. Vous les imaginez en maîtres d'arts martiaux. Ils sont des maîtres, mais dans le domaine de la manipulation des armes et de leur utilisation. Après, tu pourras t'étendre là-dessus, Mika, parce que tu es plus au contact des forces spéciales que je ne suis. En fait, il y a tellement de facettes de métiers à bosser dans ces métiers-là que on le sait, hein, des arts martiaux et la pratique des arts martiaux, des arts du combat, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps si on veut être bon, encore plus si on doit le confronter régulièrement au réel. Donc il y a des priorités, évidemment. Et la priorité pour un soldat des forces spéciales, mais pour un fantassin de manière générale, c'est l'utilisation de ses armes à feu. Les chances étant statistiquement qu'il se retrouve imbriqué au combat corps à corps, à se combattre avec un push-dagger ou un couteau, sont quand même assez faibles. Donc forcément, il y a une priorité qui est faite sur le tir notamment et d'autres. Après, il y a des individualités, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà eu cette passion et qui l'avaient déjà avant, et du coup viennent ajouter ça. Mais en général, c'est souvent des personnes qui pratiquaient déjà avant. Vous en avez un super exemple avec Benoît Saint-Denis, par exemple, qui était pratiquant d'arts martiaux avant de rentrer à Bayonne au premier et qui l'est encore aujourd'hui de fait. Voilà. Une Boubou, machine de guerre par définition. ouais, clairement. Julien B, qu'on voit, qui suit le direct, je l'ai vu passer tout à l'heure, qui nous a fait un coucou. On te fait un coucou aussi, Jou. Et Je vais mettre ta photo partout, maintenant que tu as un Instagram. Et lui, c'est un pratiquant d'arts martiaux aussi. Et il était déjà passionné avant de rentrer dans l'armée, quoi. Donc tout ça pour dire, moi j'ai encore en plus de la chance, c'est que j'ai été recruté même pour ça. Donc ça c'est une autre histoire. Mais tout ça pour dire que effectivement, il faut pas imaginer que le tampon soldat ou force spéciale rend forcément fiable toute la partie combat corps à corps, comme si c'était quelque chose qu'on t'apprenait pendant tes formations. Il y a tellement de choses à apprendre entre la maîtrise de tous tes vecteurs de déplacement, les armes que tu vas utiliser, et puis le travail de mise en pratique de tout ce que tu vas faire comme type de métier et de mission. En fait, ça c'est mis un peu. Ça ne veut pas dire que c'est pas pratiqué, mais ça veut dire que c'est pas une priorité. Donc forcément, il y a des gens qui peuvent être de très bons combattants parce qu'ils ont ça en eux et ils l'ont toujours eu, et d'autres qui sont un peu moins. Par contre, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on l'a dit tout à l'heure, ils auront peut-être moins de technique, mais en revanche, ils ont moins de freins aussi qu'un civil normal. Donc forcément, ils se démerderont avec ce qu'ils ont et ce sera déjà beaucoup mieux que ce qu'on peut imaginer. Voilà. Mais il ne faut pas fantasmer non plus sur ouais, c'est pas tous des Jason Bourne, quoi. Et ce qui est normal parce que encore une fois, c'est un métier, il ne faut pas tout faire. Et les compétences qui sont demandées dans ces métiers-là sont déjà extrêmement complexes et lourdes à apprendre. Et ça demande beaucoup de pratique. Voilà. Tac. C'est quoi le but du live aujourd'hui, les gars? Allez regarder le sujet, mon gars. Les bons pauvres pour les femmes. Il est là.
le sujet du live. Voilà. Les bombes au poivre pour les femmes, Mika a déjà évoqué tout ce qui était lacrymo tout à l'heure. Il y a une vidéo qui a été faite par Guillaume Morel de Protégor avec des tests en direct sur ce que font les différents euh, gaz et gels lacrymo. Ça a été testé sur les gueules de vos serviteurs. Bonjour. Et le plus performant nécessitait des compétences liées au tir sportif. Donc les bombes au poivre pour une femme, c'est pas la solution miracle parce que vous verrez sur cette vidéo que aucun des outils lacrymogènes n'a stoppé l'assaillant. Aucun. Même Baptiste, qu'on a pris plein la tronche et il est allé la bouche ouverte, il était allé comme ça. Il continuait d'avancer alors qu'il se faisait gazer la gueule. Bon, après, il a eu très peur. Ouais. Et non, c'est pas un outil miracle. Les points américains en plastique de chez Intel, qu'en pensez-vous? Points américains, que ce soit plastique ou n'importe quelle autre matière, c'est comme les matraques en plastique où on vous dit qu'elles sont là autorisées. Tout objet. est une arme par destination à partir du moment où on l'utilise. Donc, de toute façon. Voilà. C'est pas ce qu'on recommande. Si vous me posez la question, est-ce que j'ai une arme sur moi? Je vous dirais, avant, tout le temps, j'avais tout le temps un calibre sur moi ou un push-dagger, quoi que ce soit. Aujourd'hui, plus rien. Voilà. D'ailleurs, en fait, je vous dirais systématiquement où que j'aille, je vois des armes partout. Donc, je me dis que c'est libre service où que j'aille. Si nécessité se faisait. Musculation, poids de corps ou autre. Ouais, tu utilises tout. Poids de corps, élastique, les haltères, tout est nécessaire pour se renforcer. En fait, la limite, par contre, un peu du poids de corps, c'est qu'à un moment donné, quand on gère son propre poids, c'est difficile d'augmenter les charges après, quoi. Et vaut mieux être capable d'arracher du sol un mec de 100 kilos sans se blesser et que d'être juste capable de se soulever soi-même, bien que ce soit déjà une étape essentielle à mes yeux. Il y a quelqu'un qui te demande des détails sur la CDS, il sait pas ce que c'est. Alors, ACDS, c'est l'Académie citoyenne de défense en situation, donc qui a été créée à l'époque en lien avec NDS, qui est une école de tir suisse. Donc, ça a été créé avec Fred Perrin, Alain Maresville et Philippe Perotti. Donc, Fred qui est un ponte de la self et notamment du couteau. Et Perotti et Maresville qui sont mes maîtres d'armes, qui sont aussi des pontes dans leur domaine. L'idée, c'était de créer quelque chose avec une méthode d'instruction rapide, c'est-à-dire quelque chose de très générique qui soit accessible rapidement pour des gens qui n'ont pas forcément le temps d'y passer des mois et des mois en y allant toutes les semaines. Donc, c'est de donner une boîte à outils qui permettent de sortir de situations, une boîte à outils pas trop complexe, de manière à ce que les gens puissent les retravailler et retravailler et retravailler. Dans Riposter 1, là, mon premier bouquin, ce que j'ai expliqué, c'est que plus on a de techniques, plus c'est compliqué à mettre en application dans le réel. En tout cas, ça demande un autre type de travail. Là, en l'occurrence, l'idée, c'était d'avoir du peu, mais du bien, et quelque chose surtout de très pragmatique, qui comprend l'avant le combat, le pendant et l'après. Voilà. Donc, c'est pas des cours comme on peut l'imaginer 2 fois par semaine ou machin. C'est des stages, mais il y en a assez souvent en France. Je vous invite à aller regarder leur site. Et voilà, il y a des très très bons profs. Et c'est quelque chose à faire pour moi. Tiens, il y a Raphaël qui pose la question. Quelle est votre expérience concernant le flow state? C'est dommage, c'était un autre sujet. Sinon, on aurait pu y répondre. Est-ce que le MMA a remis les pendules à l'heure concernant les pseudo-techniques asiatiques? Ils utilisent des techniques asiatiques martiales. Ouais, donc, non, je comprends l'idée et c'est un peu on va dire que
il a fait sortir du fantasme pas mal de personnes. Le problème, c'est que du coup, comme toutes les disciplines qui marchent contre un certain type de profil, bah, la discipline en elle-même a tendance à penser que finalement, c'est eux qui ont raison et les autres qui ont tort et ainsi de suite. Moi, je prends toujours cette comparaison quand je parle du MMA, la différence entre un légionnaire romain et un gladiateur. À l'époque de l'Empire romain, un gladiateur, c'est un combattant très expérimenté, spécialisé et surtout très entraîné, qui passe beaucoup de temps à ça. Euh, qui, même si ça reste du spectacle, va quand même faire des choses qui sont assez dangereuses quand il combat. Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, les gladiateurs tuaient pas systématiquement les mecs en face parce qu'il fallait les rembourser. Enfin, il fallait que le ludus, qui est son centre d'entraînement, rembourse à l'autre ludus la mort de ses esclaves à lui. Ils avaient des super bons médecins, ils étaient bien nourris, ils se faisaient les plus belles femmes du royaume qui payaient cher pour coucher avec eux. Donc voilà. Ce qui a donné au final la révolte de Spartacus que tout le monde connaît. Alors bon, même si c'est très romancé, vous pouvez regarder la série Spartacus qui montre à peu près le déroulement de tout ça. Et en fait, quand ils ont été confrontés aux légionnaires romains, les choses se sont pas passées exactement comme ils l'imaginaient. C'est-à-dire que évidemment, si ils tombaient sur un légionnaire face à un gladiateur expérimenté en one-one, tête à tête, duel à l'épée au glaive, évidemment, je donne pas cher du légionnaire romain, mais quand est venu se cumuler à ça des longues nuits à dormir dehors, faire du cardio, marcher longtemps, et puis se confronter à des mecs qui sont pas rentrés chez eux depuis 5 ans et qui ont 2 solutions pour rentrer chez eux, c'est-à-dire morts ou victorieux, qui se sont tapés toutes les campagnes de Germanie et tout ça, en fait, les légionnaires romains étaient quand même beaucoup plus aguerris. Et la tendance à penser du gladiateur que c'était un guerrier, les choses ça s'est pas passé comme ils voulaient. Bon, bref, ils ont tous été exterminés par les légionnaires romains, mais tout ça pour dire, il faut vraiment faire la différence entre sport de combat et guerrier, quoi. Le soldat, c'est pas la même chose, quoi. C'est encore un autre métier. Et donc du coup, le souci, c'est que dans les arts martiaux traditionnels, beaucoup de pratiquants ou de maîtres, entre parenthèses, se prenaient aussi pour des guerriers. Et quand ils ont été confrontés en sport de combat, au combat libre, comme on l'appelait à l'époque, au MMA, évidemment, ils ont été très surpris de ce qui les attendait. Mais du coup, par-dessus, derrière, beaucoup de gens du MMA ont commencé à penser que du coup, comme le faisaient à l'époque les maîtres d'arts martiaux, ils étaient des guerriers. Donc c'est des guerriers dans la tête sur pas mal d'aspects, et ça enlève rien, encore une fois, à la difficulté de leur pratique. Mais j'en reviens toujours à la même chose, le champ de bataille ou entre 2 bagnoles sur un parking avec un type armé d'un couteau, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Donc je pense que ça a fait du bien, en effet. Si tant est que reste derrière ça une certaine humilité aussi, malgré la difficulté à garder cette humilité face à beaucoup de mythos pratiquants de pacotille, et ça il y en a un paquet, mais de se dire voilà, moi je sais faire du MMA, je sais faire de la lutte, je sais faire ça. C'est fonctionnel dans certaines situations, probablement moins dans d'autres. Voilà, c'est toujours essayer de rester un peu distant avec tout ça, quoi. De pas dire ma technique, mon truc, c'est mieux. Voilà. Ce que disait Brice tout à l'heure très bien, c'est-à-dire que c'est pas la discipline, c'est le combattant. Voilà. Et puis ne joue pas au guerrier celui qui ne l'est pas. Ça aussi c'est important. Ça sert à rien en plus. Voilà. Peut-on faire un sport de combat ou de self si on a les ménisques abîmés? Tu demandes à ton médecin. S'il t'autorise, c'est que tu peux. S'il t'autorise pas, histoire réglée. Après, ça dépend quel médecin. Il va y avoir un vrai médecin, un rhumatologue spécialisé. Parce que bon, si t'écoutes. C'est pas les médecins classiques. J'ai envie de te dire que parmi les vétérans, il y a beaucoup de gens qui sont amputés ou blessés très grièvement et autres, et qui pour autant n'ont pas lâché l'affaire vis-à-vis du sport, quel qu'il soit. Et je l'avais souligné dans la vidéo avec Greg, puisqu'il me disait, ouais, effectivement, quelqu'un qui n'a plus de jambes, il peut plus faire d'arts martiaux, quoi que ce soit. En fait,
Si, si physiquement tu te sens en capacité de faire telle ou telle chose, personne te demande de les faire comme un athlète, fais-la à ton rythme. Enfin, s'il y a des incapacités médicales ou en tout cas des choses. Moi, par exemple, j'ai un risque accru de décollement de rétine. Normalement, je suis interdit de boxe et tout ce qui est lié aux arts martiaux. Bon, comme vous pouvez le constater, je pratique. Ça n'engage que moi, hein. C'est ma responsabilité. T'as vu d'autres questions qui alors sur Non, les stages, ça défile plus. ouais. C'est juste au niveau des stages. Il y a des personnes qui demandent si on fait des stages. En ce qui me concerne, j'ai pas le temps. Et te concernant, Pareil. Je suis pas souvent là déjà, donc quand je suis là, je me consacre à mes cours dans mon club et à mes propres entraînements et à la préparation de mes autres départs ou de mes autres missions, on va dire. pour remonter sur les questions. Rien n'est enseigné sur les risques pénaux. Ouais, bah écoute, la première chose que j'explique à mes élèves lorsqu'ils franchissent le pas de ma salle, c'est que je n'enseigne pas la légitime défense, j'enseigne un art martial. Donc effectivement, lorsque je montre certaines techniques qui sont un peu destructrices, je précise ça les envoie et voit dans leur responsabilité vis-à-vis de nos emplois. Mais tous ceux qui ont tous ceux qui connaissent un qu'il y a un gros delta entre ce que la loi autorise et ce que le terrain réclame, donc on va arrêter les pots. Quand on prend l'initiative sur parce qu'ils sont plusieurs, euh, mais si tu laisses un mec piétiner, démarrer, ce qui ne sera pas possible dans l'autre sens. Parce que quand ils auront démarré, ça va terminer. Que penses-tu du livre de Srot? Tu connais pas? Tu connais toi Je Alain t'entends Dessel? très très mal, Brice. Je te demandais si tu connaissais Alain Dessel. Non, ça me dit rien. Bon, voilà. Ok, se servir des traumas comme et de la conversion en énergie, ouais, voilà, c'est l'idée. En ce qui me concerne. Alors sur la préparation mentale, on n'a pas parlé de PNL. En fait, la possibilité de se programmer en salle de façon à réagir instinctivement, par réflexe. Je sais que tu travailles cet aspect, mais je sais pas comment tu l'ancres dans tes élèves. Alors, je fais la différence. Déjà, ça dépend des élèves. Euh, un élève civil dans un cours d'arts martiaux, je pratique un art martial. Je rentre pas trop dans je rentre pas trop dans ouais, ça lag apparemment beaucoup le son là. Je t'entends bien, moi. Ouais, c'est sa connexion en Afrique qui marche pas bien. Et ouais, ça devient saccadé. J'arrête pas de le voir la connexion. Bref. Ok. En gros, en fonction du type de profil que je vais avoir en face, je vais pas faire la même chose. Donc forcément, bah, quand il s'agit de professionnels et que je dois préparer à certaines situations, évidemment, il y a tout un travail de conditionnement et de préparation qui est pas du tout le même euh, dans ce que je fais avec mes élèves. Alors, pour mes élèves, euh, j'accorde quand même une importance à la partie physique. Et puis après, surtout, quand on travaille à un aspect technique, en général, la première heure, on va bosser vraiment une technique dans laquelle on va rentrer dans le détail. Et en général, la deuxième heure, on transfère ça sur des mises en situation où bah, elle va être non conciliante, de manière à ce que la personne puisse tester et vérifier, on va dire, la faisabilité de sa technique. Ce qui lui indique de toute façon si il a bien travaillé là-dessus ou pas. Après, pour la partie psychologique, c'est un travail très personnel. Donc, on peut faire des mises en situation, faire du scénario training, mais pareil, il faut pas trop en faire parce que ça devient vite un jeu pour le cerveau aussi, et ça crée un syndrome d'accoutumance, ce qu'on appelle l'accoutumance au scénario. Et du coup,
ça n'a plus le même effet. C'est-à-dire que le cerveau a besoin d'être surpris. Et vous faites un stage commando à un jeune qui a 18 ans, et vous faites un stage commando à un mec qui a 30 ans, dont 10 d'armée, et qui s'est déjà tapé des stages co, ça va juste lui casser les couilles, en fait. Parce qu'il n'a pas envie de ramasser et de faire toutes ces choses-là comme ça, quoi. Tout ça pour dire que si on fait trop de scénarios, eh ben, les choses se déroulent pas forcément de la même manière. Il y a un très bon exemple, et c'est dans la pratique du tir notamment, quand on fait des exercices force on force en utilisant de la six-munition. Donc c'est des munitions marquantes qui sont déclenchées par une chaîne pyrotechnique. Et ben en fait, quand quelqu'un a fait du tir toute une semaine et qu'ensuite on lui fait un scénario, euh, son cerveau pour lui, arme factice, arme pas factice, il fait pas la différence. Munition factice, munition pas factice, il fait pas la différence. Donc il fait aussi gaffe. Le problème, c'est que s'il en fait régulièrement à jouer avec ce type à la fin, ça devient comme un paintball en fait. C'est-à-dire que quand on en prend une, on fait ah et on se cache même pas, on cherche pas un couvert et ce genre de choses. Ben, c'est pareil un peu dans le scénario training. C'est-à-dire que on s'habitue à la personne qui est en face, on s'habitue au scénario en lui-même. Enfin voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver pour la préparation psychologique à doser ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas en faire trop non plus. Voilà. Il y a Roland qui pose la question. Salut Roland. Beaucoup de grands maîtres qui ont atteint des facultés combatives supérieures ont connu le combat rapproché de survie. Faut-il, selon vous, avoir connu ce type d'expérience pour atteindre ces niveaux? Alors, déjà, on sort de 50 ans de paix. Donc... Ouais, je pense qu'effectivement, il faut, alors peut-être pas avoir forcément connu tout ce que eux ont connu. Par contre, c'est sûr que quelqu'un qui n'a jamais été confronté à la violence, en fait, enfin, c'est un théoricien uniquement, en fait. Mais c'est-à-dire qu'en fait, là, si on transfère ça au monde d'aujourd'hui, là, on parle de gens comme Mori Ueshiba, par exemple, ou d'autres grands sabreurs du Japon féodal, mais la culture aussi était très, très différente. Euh, Là, aujourd'hui, euh, ça implique une discipline de travail qui est très particulière. Donc, déjà, enfin, la vraie question, c'est est-ce qu'on a envie d'atteindre des facultés combatives supérieures en termes et supérieures à quoi en fait, d'accord? Moi, ce que je pense, c'est que effectivement, ces gens-là, ayant vécu des situations avec une grande violence, bah forcément, on fait sauter des freins, on compris de lâcher l'affaire sur ce qu'ils pouvaient contrôler ou pas contrôler. Que quand c'est l'heure, et quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Et bien sûr, ça les a aidés dans la pratique derrière. Mais ça, c'est le lot de personnes qui s'exposent ou qui ont été exposées à de la violence ou à du danger réel, quoi. Je parle pas d'une agression en boîte de nuit, hein, je parle de quelque chose d'un un peu plus violent et un peu plus risqué. Et mais enfin, je sais pas. Je pense que c'est un ingrédient, mais je suis pas sûr que ce soit forcément l'ingrédient principal. Il doit y avoir tellement d'autres facteurs. C'est vraiment le rapport hasard-nécessité. C'est-à-dire que c'est aussi le mode de vie, tout ce qui a été créé de la naissance de la personne jusqu'à sa construction de personnalité, les expériences qu'il a vécues, qui sont pas forcément directement les expériences de violence, mais le cumul de plein de petites expériences qui viennent s'ajouter à des éléments d'enfance, ça prend un certain sens. Enfin, c'est vraiment une espèce de marmite avec plein de choses dedans. Donc je pense que c'est un élément, mais je sais pas l'élément à proprement parler. Je sais pas Par ce que tu en contre, penses, Brice. on reconnaît très bien dans leurs écrits cette formule qui a l'air de fonctionner pour tous. Quand j'ai lu Maître Turpin, il n'a pas laissé beaucoup d'écrits. J'ai souscrit exactement à tout ce qu'il écrivait concernant le combat, sa vision actuelle des arts martiaux, etc. Le chemin qu'il avait parcouru. En fait, je pense qu'il est nécessaire effectivement de connaître des situations où tu ne sais pas si tu vas
survivre ou pas pour pouvoir déclencher certains aspects de toi que tu ne connais pas encore. Sinon, tu resteras dans une certaine zone de confort qu'on a tous, plus ou moins. Moi, je l'ai découvert à plusieurs reprises. À un moment où tu crois que t'es foutu, il y a d'autres choses qui peuvent se passer. Et bon, c'est un autre sujet. Et je pense que c'est un point commun de beaucoup de gens qui ont été confrontés de près ou de loin à la mort. À, là, un pompier qui est enclavé par du feu, ou j'en sais rien, pas forcément une situation guerrière, mais une notion de vie ou de mort. Voilà tout ce que je peux rajouter. Je sais pas si on a répondu à toutes les questions, mais ça commence à faire un petit bout de temps qu'on discute. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter? Bah non, si ce n'est que on en refera un de live avec à chaque fois des chouettes sujets comme ça. Et on en profitera pour vous présenter l'endroit où on est. Ouais, à n'en pas douter. Je vais juste te lire il y a un petit truc qui a été laissé par Harry Anthony, pardon, qui concernait les questions sur le trauma tout à l'heure. Alors, l'écriture peut aussi être une bonne solution pour avoir le déclic psychologique, croire en soi, être curieux, remercier le passé, ne pas se dire que je n'y arriverai jamais, plutôt, et pourquoi pas toi. Ça me semblait assez positif, donc je jugeais pas mal de le citer. Alors, je regarde encore. Laisser couler les émotions de type peur et colère, etc. ne peut-il pas conduire à supprimer des émotions plus positives pour des personnes qui n'y seraient pas prêtes? La peur, tu la ressens tout le temps. Dans l'action, tu la ressens plus. Le reste, pour moi, c'est accessoire, tout ce que tu viens de dire. Puisqu'on était sur le sujet du combat, je vais pas chercher des choses positives dans un combat. Je vais juste chercher à détruire ce qui se dresse face à moi. Je sais pas si j'étais trop brutal. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Ok, tu veux... Moi, je vois pas les questions. Ah bon? Oh merde. Parce qu'ils mettent pas systématiquement un point d'interrogation. Après, ce qui revient, c'est sur la force. Ce que tu conseilles comme charge, etc., etc. Voilà, on rentre dans la prépa physique, mais en gros, le travail de la force, c'est déjà des gros groupes musculaires, c'est des séries courtes, très lourdes, mais qui correspondent à un certain pourcentage de poids max, on va dire. Voilà, bon, ça, vous regardez 2, 3 articles sur Internet et vous regardez un programme de force, vous verrez, hein, c'est pas très compliqué. Mais attention, bon, la force c'est important, mais il n'y a pas que ça non plus, quoi. Je voulais conclure là-dessus justement tout ça pour vous dire, le combat, il n'y a pas de recette. Donc, le propre de l'être humain, c'est d'attendre des réponses de quelqu'un d'autre, parce que c'est plus simple, on va dire, c'est plus simple pour lui en tout cas, de se dire que s'il écoute un tel ou s'il suit telle méthode, il arrivera et ainsi de suite. Il n'y a pas vraiment de méthode, encore une fois, la self-défense et le combat réel, comme je vous ai dit, c'est on met tout dans un shaker, on travaille certains aspects et puis on voit ce que ça donne le jour J. Et si ça marche pas, bah, on y passe ou on n'y passe pas. Si on n'y passe pas, bah, on rectifie. On a un bon retour d'expérience, pas forcément très agréable dans un premier temps, mais on va pouvoir justement, on connaît les pistes à travailler ensuite. Voilà. Donc soit on l'accepte, soit on revient à ces anciens modèles. C'est que ça. Donc il y a une notion d'expérience qui est importante, et ça se crée. Maintenant, l'idée c'est que il n'y a pas de recette parce que tous les éléments dont on a parlé tout à l'heure, c'est pas des éléments très agréables à vivre de manière générale. Donc, les attendre et les espérer pour progresser, c'est pas non plus une solution, quoi. C'est pour ça que je vous parlais de hasard et de nécessité.
Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, on l'a pas forcément décidé, on l'a transcendé, ça nous fait de nous quelqu'un de meilleur dans un domaine ou dans un autre, mais le prix à payer, il est très cher des fois. Et forcément, ça a une influence sur tout le reste. Euh, et ça peut compliquer sa vie personnelle, ça peut compliquer plein de choses. Donc il faut pas courir après ça en fait. Surtout si vous n'en avez pas besoin. La seule chose que vous pouvez faire, c'est ne pas ne pas chercher les réponses chez les autres. Voilà. Il y a suffisamment aujourd'hui de moyens entre Internet, il y a de la biblio sur tous ces sujets-là. Cultivez-vous, cherchez à comprendre les choses. Il y a plein de trucs sur la psycho du combat. Il y a des bouquins géniaux dont on parlait tout à l'heure. Euh, vous ferez votre propre avis et votre propre recette parce qu'elle est propre à chacun en fait. Maintenant, le prof, ce qu'il peut faire, c'est vous donner des clés, des directions à regarder, mais pour le combat réel et pour la violence, on est autodidacte. Il faut le savoir ça. Tout le monde l'est auto. Et dès qu'on vous promet des choses sans effort, c'est de la merde. Et qu'on vous dit faites-moi confiance, ça démarre mal. Bref. Voilà, je vais me faire une petite série unique moi. Et pour conclure, j'ai envie de vous dire que les arts martiaux et les sports de combat, c'est un peu comme le brevet secourisme. On espère que ça servira jamais, mais c'est bien d'avoir des bases. Donc, quoi qu'il en soit, vous perdrez jamais votre temps à acquérir quelques skills dans le domaine martial. Donc, sur les recettes miracles, Mika vous a répondu, il n'y en a pas. Sur les réponses sur comment procéder dans le combat, il n'y en a pas. Il y a des pistes, et après, chaque cas étant différent, on s'adapte. Si tu n'as rien à rajouter, écoute, je vais aller te rejoindre dans ta salle avec mon 4G, puis on va se boire un petit coup. Exactement. Et merci à vous tous. Merci à vous tous pour votre présence. Et n'hésitez pas à laisser des feedbacks. Ah, pour tous ceux qui posaient des questions sur les salles d'entraînement à la rentrée, il y a des personnes qui habitent à 70 bornes et qui me disent qu'ils veulent venir s'entraîner dans ma salle. T'as des profs qui sont certainement à 10 km dans ton périmètre. C'est pareil pour Mika, etc. Vous avez des profs d'arts martiaux, de sports de combat qui sont tout autour de chez vous. Ça sera très bien. Parce que sinon, vous allez fantasmer sur un enseignement qui vous emmènera au même endroit que votre prof à 10 km de chez vous. Dans mon point de vue. Sur ce, prenez soin de vous. Et puis, à bientôt. Salut à tous. Ciao.